Bienvenue, Mehdi Alaoui. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mehdi Alaoui. Je rappelle que vous êtes président, vous avez plusieurs casquettes, vous. Tout à fait. Président, vous ne portez pas une casquette, mais vous avez plusieurs casquettes. Exactement. Président de la commission économie numérique à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, vice-président de la PEBI, et entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies, la factory et d'autres, et on en parlera. J'ai envie de vous dire, Mehdi Alaoui, que l'actualité est essentiellement dominée par la facture électronique. Tout à fait, en ce moment. Avec un deal qui a été trouvé entre les pouvoirs publics et les commerçants grossistes. Et je me suis dit, en préparant l'émission, je vais poser la question à Mehdi Alaoui. Un, parce qu'elle est d'actualité, et deux, parce qu'elle a un lien avec, me semble-t-il, avec le numérique, avec la digitalisation, avec la dématérialisation. Donc vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, c'est vrai que c'est l'actualité du moment. Digitaliser les factures, je pense, c'est quelque chose, on va dire, d'obligatoire et on ne va pas pouvoir y échapper. Maintenant, il faut revenir sur un point qui est extrêmement important. Avant de mettre en place une solution, il faut aussi étudier le volet humain. Parce qu'in fine, tout tourne autour de l'humain. C'est-à-dire digitaliser l'humain, on va digitaliser les factures ? Bon, digitaliser l'humain, on va avoir du mal. Ouais, c'est plus compliqué. Le jour où on comprendra comment l'humain marche, on résoudra tous les problèmes du monde. Mais on n'en est pas encore là. Même l'intelligence artificielle n'est pas si développée que ça. Donc, non, ce que je voulais dire par ça, c'est que je pense que, voilà, on a oublié tout simplement de travailler avec les concernés avant de mettre en place cette solution. C'est vrai, comme je disais au départ, c'est inévitable, c'est quelque chose qui va se mettre en place tôt ou tard. On n'a pas le choix. C'est un engagement pris par le Maroc, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde d'ailleurs. Exactement. Et maintenant, c'est vrai qu'on a vu, on va dire, dans les médias, ce recul qui a été fait par notre gouvernement par rapport à ce point-là. En réalité, en fait, cette mesure n'était pas encore mise en application. Donc, elle devait rentrer en application en 2019 parce qu'elle était déjà dans le projet de loi de finances 2018. Ouais, mais actuellement, en fait, jusqu'à présent, jamais, c'est pas encore. C'était pas prévu. En fait, il n'y avait pas d'application au 1er janvier, comme d'autres mesures fiscales. Exactement. Ouais. Donc voilà, et je pense que l'accord qui a été trouvé est assez intelligent pour prendre en compte ce volet humain et ce besoin, on va dire, d'information. Au-delà de l'information, c'est aussi apporter une conduite de changement, parce que les interlocuteurs de ce sujet-là ont eu peur. Ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Ils ont besoin de temps pour implémenter les choses. Les choses ne sont pas du jour au lendemain. On a tous envie d'aller vite, mais voilà, la réalité fait que les choses doivent se faire, on va dire, doucement. Step by step. Exactement, step by step. Est-ce que vous, qui êtes expert dans le digital, entrepreneur dans le domaine de la technologie, si on prend un maximum de hauteur, et si vous prenez un maximum de hauteur par rapport à cette situation, est-ce que c'est pas aussi, ça traduit pas aussi le fait qu'il y a une résistance humaine extrêmement forte au changement, mais à la digitalisation, à la numérisation, alors que c'est ce monde, me semble-t-il, qui est déjà là, quoi. En fait, on revient justement sur ce problème fondamental dans le domaine du digital. Quand une grande entreprise met en place une solution en interne, il y a une résistance au changement. Personne n'a envie de changer parce qu'ils ont des habitudes. Et ça vient de la peur. Et pour régler ces problèmes-là, en fait, tout simplement, il faut mettre en place une procédure de conduite de changement vis-à-vis des acteurs qui vont bénéficier, on va dire, de ces nouvelles dispositions. Et cette conduite de changement, si on la fait pas, ça ne marche pas. Et quand vous avez des milliers de commerçants, des milliers de grossistes à travers le pays, parce qu'il n'y en a pas qu'à Daborma, là, c'est partout à Casablanca, mais dans toutes les villes du pays, on fait comment? Vous êtes, vous, patron de l'administration fiscale, petite projection, vous faites du porte-à-porte dans... Alors, chaque commerçant. C'est une excellente question. Déjà, en fait, ce que j'aurais mis en place, c'est peut-être des sessions d'information pour expliquer ce que c'est, les impacts par rapport à ça. Inviter donc différentes catégories justement de commerçants, parce qu'il y a des petits, des moyens et de très gros, et donc les sensibiliser. Peut-être commencer par les plus gros dans un premier temps, et puis graduellement passer aux autres, parce que on ne peut pas venir et imposer quelque chose du jour au lendemain. Il faut faire cette conduite de changement. C'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose... Moi, je suis dans le domaine justement du digital depuis maintenant 20 ans. Et à chaque fois qu'on vient, on met en place une solution informatique sans conduite de changement, ça ne marche pas. Donc il faut toujours placer l'humain. En fait, l'humain est au centre de tout ce qui se passe. De changement, de tout transfert. Donc ça veut dire que là, est-ce que dans ce cadre-là, facture électronique aussi, si on reste dans le domaine de la technologie et du digital, il y a des entrepreneurs
marocains qui ont réfléchi un petit peu à cette question-là, ces factures électroniques aussi, pour apporter quelque chose aussi de concret, de marocain en termes Alors, de j'ai vu technologie. quelques startups travailler sur, Ouais. on va dire, ce domaine-là, surtout sur le volet auto-entrepreneur. Donc, ils ont mis en place des solutions extrêmement simples et basiques qui permettraient aux auto-entrepreneurs de pouvoir facturer de manière très, très simple et pratique. Et j'imagine qu'il doit y avoir plein de solutions sur le terrain qui permettent Parce de, qu'apparemment, de la faire solution de ça. la facture électronique, c'est que c'est une application, en fait, un package technologique qui a été importé. Il n'y a pas de made in Morocco, me semble-t-il, Alors, je n'ai pas qui est mis assez en place. de recul par rapport à ce sujet-là en particulier, donc tout ce que je vais dire restera, on va dire, très très superficiel. Je suis au courant en fait qu'il y a des solutions, on va dire, marocaines. Est-ce qu'ils sont appliqués à la facture électronique en soi directement? Ça, je ne sais pas. Par contre, j'ai vu des solutions pour la facturation en général faites par des startups marocaines et qui ont déjà commencé à déployer ça. Donc pour les grossistes, en tout cas, ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est que la facture électronique sera mise en place. Et que c'est une question de temps. Tôt ou tard, c'est une question de temps, mais il faut que notre gouvernement arrive à simplifier l'accès à l'information par rapport à ça, mettre en avant les avantages de la mise en place de cette facture électronique Parce qu'il y a et gérer le une volet série humain. d'avantages aussi pour la facture électronique. Gain de Définitivement. temps, optimisation des ressources, des dépenses. Exactement. Et surtout, prendre en considération ce volet humain qui est le noyau et le centre de toute action qu'on met en place. Ça veut dire que dans la digitalisation et dans le monde numérique, Mehdi Alaoui, c'est quoi? C'est l'humain qui utilise la technologie pour faire avancer les choses, ou c'est la technologie qui se sert de l'humain pour faire avancer le monde? Alors, bien évidemment, c'est le rapport. le premier sujet. C'est la technologie est là pour servir l'humain et pour l'aider à aller plus vite, à optimiser et à augmenter sa productivité, mais pas le contraire. Donc c'est la technologie qui était au service de l'humain. Exactement. Parce que des fois, on a l'impression que le rapport est inversé. Ça dépend de quel prisme on regarde les choses et ça dépend aussi des intérêts de chacun. Mais la technologie, à la base, elle est là pour servir l'humain. On passe aux enjeux. C'est intéressant parce qu'un des enjeux majeurs, me semble-t-il, du numérique et de la digitalisation, je parle sous votre couvert, c'est la performance, la compétitivité, la productivité. Exactement. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'au Maroc, nos entreprises ne sont pas assez digitalisées. D'ailleurs, justement, à la CGM, on a mis en place plusieurs commissions pour traiter de ce sujet-là. Il y a une commission qui s'appelle Digital et Technologie et qui a pour objectif donc d'aider les entreprises à se digitaliser et de profiter au fait de la technologie et d'optimiser justement donc les process, augmenter le carnet de commandes, le delivery, etc. Et une autre commission qui s'appelle Économie numérique et NBIC, celle que je gère et qui a pour objectif au fait d'inspirer, d'acculturer les grands patrons par rapport aux technologies de demain qu'il faut utiliser depuis hier avant que ce soit trop tard. Mais moi, ma question, c'est deux commissions au niveau de la CGM, l'organisation patronale, au service des patrons, des grands patrons essentiellement. Mais est-ce que logiquement, il n'aurait pas dû avoir une logique inversée? C'est que ce soit les patrons et que ça émane de l'entreprise. L'entreprise qui, me semble-t-il, si elle est mondialisée, si elle est ouverte sur le monde et sur l'international, elle a nécessairement besoin elle-même de se prendre en main. Elle ne doit pas attendre qu'une organisation comme l'organisation patronale ou autre en fait, lui propose des solutions, de se réunir en commission. Tout à fait. En fait, comment c'est organisé? En fait, il y a la notion en fait, de fédération. Donc, qui appartient donc à la CGM. Et c'est là les opérateurs, on va dire, économiques sont dans ces fédérations-là. Et les commissions sont là pour travailler pour l'intérêt des fédérations. Donc, en fait, ce que vous avez dit, c'est exactement ce qui est en train de Parce que moi, quand je regarde les principaux indicateurs, on perd en productivité, on perd en performance. On a vu qu'en recherche et développement, je pense que vous étiez au colloque en début de semaine. Tout à fait. Et voilà, donc il y a eu un investissement privé qui est très faible aussi en matière, tout ce qui est en termes d'innovation. Je me dis, à quand la prise de conscience? Est-ce qu'il faut nécessairement que notre économie s'ouvre véritablement pour qu'il y ait plus d'investissement dans l'innovation et dans la digitalisation? De toute façon, il n'y a pas de choix. On ne peut pas, on va dire, avancer sans innovation. Quand on arrête d'innover, on programme sa mort. On peut prendre l'exemple de grands opérateurs comme Nokia ou Kodak qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas su innover aussi rapidement et surtout exécuter et bien déployer. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les grands patrons sont, on va dire, sensibles au sujet, mais n'ont pas encore pris les bonnes actions pour les mettre en œuvre. Mais pourquoi, selon vous? Oui, ça fait 20 ans que vous êtes sur le terrain, ça fait 20 ans. Vous avez côtoyé la Silicon Valley, vous êtes allé un peu partout, d'accord? Vous connaissez le monde. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est une économie trop fermée?
Alors en fait, pour différentes raisons. Alors la première, c'est que, on va dire, le niveau d'acculturation est assez limité. Et justement, c'est le travail de ma commission de faire en sorte que... Acculturation, c'est-à-dire en termes de connaissances. Exactement. C'est-à-dire... On est au XXIe siècle aujourd'hui, en 2019, et on a des patrons, des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie qui méconnaissent les enjeux du digital. Tout à fait. En fait, il y a des buzzwords qui existent. On va parler d'intelligence artificielle, de blockchain, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est partir vers ces patrons-là avec des use cases très très pragmatiques dans leur secteur d'activité pour leur montrer qu'est-ce que ces technologies peuvent leur apporter concrètement. Donc aujourd'hui, leur connaissance est assez superficielle. Et là, il va falloir donc justement, et c'est l'objectif de ma commission, c'est d'aller dans le détail, démontrer qu'il est vraiment nécessaire de prendre conscience que voilà, ces technologies de rupture qui existent aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des choses qu'il faut qu'on implémente dès maintenant et le plus vite possible. Parce que si on qu'il y veut... a urgence. Mais plus qu'urgence, je dirais même que... Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où il y a une urgence qui est beaucoup plus marquée que d'autres, par exemple? Ou c'est tous les secteurs d'activité, c'est tous les pans de notre économie? C'est tous les secteurs d'activité. L'économie numérique, c'est le seul, on va dire, sujet qui touche tous les secteurs d'activité. C'est un secteur qui continue à doubler chaque année en termes de chiffres et qui a la possibilité d'entraîner avec lui tous les autres secteurs. Donc c'est pour cela qu'il y a plus qu'urgence de prendre conscience que, voilà, aujourd'hui, si on ne se digitalise pas, si on n'utilise pas ces technologies-là, peut-être que demain, on ne va plus exister. Et quand je dis demain, ce n'est pas dans 10 ans, c'est dans les prochains mois. Si je suis dans l'agroalimentaire, par exemple, ou l'agro-industrie, quel intérêt j'aurais éventuellement je suis ce patron, le profil un peu de patron d'entreprise acculturée qui n'a aucune connaissance dans les enjeux du digital. Que pourrait m'apporter la digitalisation si je fabrique des produits laitiers ou des yaourts? Par exemple, prenez un exemple dans ce domaine-là, parce que dans mes activités, je gère aussi donc un incubateur de start-up. Et on a une start-up qui répond à cette problématique-là. Donc elle a développé en fait un procédé, donc un espèce, on va dire, de bac qui permet donc de récolter le lait et de le transporter jusqu'à l'usine qui va le packager. Et pendant tout ce moment-là, il y a des capteurs qui permettent de calculer la qualité du lait. Des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant le transport, il perd en qualité. Voilà, il perd en qualité et ce lait-là n'est plus utilisable. Et donc, en utilisant justement ce procédé-là, on va permettre d'optimiser donc la productivité, d'avoir des données en temps réel. Voilà. Et ça, c'est un petit exemple. Est-ce que ça, c'est une priorité? Alors, c'est intéressant, parce que c'est un bon exemple. Oui. Parce que la filière laitière, avec l'histoire du boycott, a été priorisée, était sous le feu des projecteurs. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, par exemple, pour un acteur de la filière laitière, c'est un enjeu pour lui? Je pose la question. Non, mais c'est relativement simple. La réponse est à partir du moment où en fait, on peut optimiser les coûts, on va dire, de la production, grâce à ces nouvelles technologies, on va servir le consommateur. Et qu'est-ce que demandait le consommateur? Il voulait juste des choses moins chères. Mais de qualité. Et de qualité. Voilà, et avec une vraie concurrence entre opérateurs. Exactement. Donc est-ce que là, ça veut dire qu'il y a encore de la marge aussi, et qu'effectivement, il faut que déjà, peut-être avant même de s'ouvrir sur l'international, qu'il y ait aussi un vrai jeu de la concurrence dans différents secteurs d'activité, et ce qui permettrait effectivement à ce que les opérateurs viennent vous voir demain, vous, en tant que président de la commission économie numérique, vous dire, voilà, ça y est, il y a urgence chez moi, j'ai besoin de redresser mon business ou de revoir mon écosystème. Et donc, voilà, je voudrais avoir vos conseils. Exactement. Alors, ce qu'on a prévu au niveau de la commission, en fait, c'est de mettre en place 4 workshops qui vont se mettre en place dans les prochains mois. Chaque workshop, on va inviter dans des secteurs d'activité avec des use cases concrets par rapport à ce que peut leur apporter ces technologies-là. Donc, on va inviter des experts, on va inviter donc des gens qui ont implémenté ces technologies-là dans ces secteurs, et comme ça nous permet en fait donc de montrer à ces grands patrons comment concrètement dans le secteur d'activité, comment ils peuvent profiter de ces technologies-là. Et on mettra aussi en place une conférence majeure qui va certainement se faire soit fin juin ou fin septembre, et dans laquelle on va inviter une cinquantaine d'experts internationaux qui vont venir pendant 2 jours parler de ces solutions-là. De leur expérience. Voilà, ramener en fait des exemples concrets. On va aussi inviter donc des startups qui sont capables d'implémenter ces solutions chez les grandes entreprises pour montrer que voilà, on a été acculturé par ça, mais là on a aussi des solutions pour les implémenter tout de suite, quoi. On fera ça parce qu'effectivement vous êtes très concentré sur la mise en place de cette passerelle et la consolider entre grands groupes et start-upers. Mais le chef d'entreprise qui vous dit d'accord, moi, Mehdi, tu es bien gentil, mais si je prends cette solution, il y a peut-être 10, 20 ou 30 personnes dont je n'aurai plus besoin.
Je pense que ça revient souvent, ça, non? En fait, C'est-à-dire la casse en matière d'emploi. c'est vrai Est-ce qu'il y a un que, vrai du coup, sujet qui est lié à une la dimension sociale, à mon technologie. avis. À chaque fois qu'on apporte une solution technologique, des fois, en fait, on peut perdre des emplois. Et c'est vrai, c'est un vrai sujet parce qu'il faut anticiper aussi ça. Et ça peut se faire par la requalification en fait, des gens sur, on va dire, d'autres sujets à valeur ajoutée. En même temps, il faut pas non plus voir que la technologie va juste casser des emplois. Elle peut aussi créer des emplois pour des gens qui n'avaient pas accès à l'emploi. Je vous donne un exemple concret. Avec la technologie de la réalité augmentée, donc c'est des espèces de casques qu'on met sur la tête, on peut transformer en fait un technicien de base en un expert en quelques heures. il reste humain. Il y a Ah une oui, transformation robotisée. il reste complètement automatisée. humain. C'est pas une question de robot. C'est juste, on va lui mettre un écran devant les yeux qui va lui expliquer comment faire les choses. Au lieu d'acquérir cette expérience pendant 10 ans, 15 ans sur le terrain, là, le dispositif du casque avec un logiciel lui permet d'injecter ces données en temps réel et de le guider pour pouvoir faire des manœuvres beaucoup plus compliquées que ce qu'il a la capacité de faire actuellement. Est-ce qu'on est loin, très, très éloigné de ce modèle disruptif là, On n'est réalité absolument augmentée, pas ou est-ce que- éloigné. Ou est-ce que demain, dans le secteur industriel d'ailleurs, hein, où c'est le travail minuté, où il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, ce processus-là, sur la base de la réalité augmentée, c'est possible aujourd'hui? Mais c'est pas de la science-fiction. Les gens l'utilisent déjà à l'étranger. Pourquoi pas au Maroc? Oui, mais on a l'impression que chez nous, c'est un peu le cosmos. Donc on a, par rapport à ça. Absolument pas. C'est juste une question, comme je disais tout à l'heure, de question de prise de conscience et d'acculturation. Et c'est le travail qu'on va faire, Inch'Allah. Avec Ça veut dire la que la commission. formation professionnelle, parce que ceux qui étaient censés remettre leurs travaux de réflexion des livrables, c'est ce qu'on dit dans votre jargon, patauge un petit peu. Est-ce qu'il y a nécessairement... Est-ce que vous avez été déjà consulté, vous me dites, oui, par rapport à ce nouveau programme de formation professionnelle? Parce que formation, donc il y a le système éducatif, l'école, on va en parler. Formation professionnelle, parce que demain c'est la réalité augmentée. Je pense que ceux qui vont être formés, qui doivent passer par le cursus de formation professionnelle, doivent être formés à la matière, non? Définitivement, définitivement. Je pense qu'au niveau de l'État, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs donc, pour s'intéresser à ces nouvelles technologies. J'ai appris justement dans le colloque que nos deux ministères de l'éducation et de l'industrie vont lancer un fonds qui est dédié à l'intelligence artificielle, un fonds doté de 50 millions de dirhams. Combien? 50 millions de dirhams. Donc voilà, c'est quand même une première initiative que je trouve assez intéressante parce que avec ça, on va pouvoir, on va dire, lancer, on va dire, de nouvelles démarches qui vont maximiser l'intérêt par rapport à ces nouvelles technologies qui vont changer le Maroc, tout simplement. Qui vont concerner tous les métiers? Parce que dans ce que vous dites là, Alors, parce que je vous n'ai savez pas que nous, encore on a un assez... souci, c'est la quantité des emplois et non pas la qualité. Donc il faut Alors, qu'on puisse répondre au maximum de... Je n'ai pas encore demandes assez et d'attentes. Ouais, de détails faut- par rapport à ça, mais j'imagine qu'on peut toucher les deux, augmenter la quantité et la qualité. Mais je crois que c'est plus... Pour vous, selon vous, c'est quoi? C'est plus la quantité ou la qualité? Moi, je Par pense rapport qu'il faut les deux. à intelligence artificielle et réalité augmentée? Moi, je pense qu'il faut viser les deux, parce qu'on peut faire les deux. Parce que la technologie, elle permet, comme je disais tout à l'heure, donc d'augmenter la qualité d'un intervenant avec ces technologies-là. Et en même temps, elle peut augmenter la quantité de gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Ils peuvent avoir un travail très facilement avec la technologie. Est-ce que la dimension fiscale aussi est importante? Est-ce Alors, que vous intervenez aussi dans ce sens au niveau Définitivement. de l'organisation patronale, dans la perspective des assises? Parce que Définitivement. moi, je me dis fondamentalement, le travail coûte plus cher que les robots aujourd'hui, pour un patron. J'ai l'impression qu'avec la pression fiscale sur le travail est conséquente. Alors, Donc, il y a- c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on en a discuté pendant le colloque, l'histoire de crédit impôt recherche et revenu. Pourquoi le Maroc n'a pas mis en place ce procédé? Alors qu'on sait que plein de pays dans le monde ont mis en place donc, ce crédit d'impôt de recherche et qui a pour objectif donc, d'inciter les entreprises à innover, à faire de la recherche et investir développement. dans l'innovation, surtout. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une question auquel, franchement, moi, je comprends pas. Je suis franchement sidéré qu'un pays comme le Maroc n'a pas encore mis en place ce procédé. Ça ne peut qu'avoir un impact positif par rapport à pousser au fait les entreprises à innover et donner du travail à la Est-ce fois. que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure? Quand vous dites je suis sidéré, je ne comprends pas pourquoi le crédit impôt recherche n'a pas été mis en place et pourquoi les entreprises n'ont pas foncé. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une méconnaissance des grands patrons et des patrons en général en matière de digital et d'enjeux numériques. Donc c'est peut-être pour ça que l'État s'est dit de toute façon le patronat et les grands chefs d'entreprise, les donneurs d'ordre ne sont pas forcément conscients d'eux, ils ne sont pas perturbés dans leur modèle économique, donc pourquoi leur accorder un crédit d'impôt? Moi, je pense que... Non, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de cohérence là? En réalité, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème de confiance qu'il faut arranger.
c'est fondamental. Il y a aussi un problème, j'ai cru comprendre, de fiscalité de groupe qui n'est pas encore mis en place et qui bloque tout ça. Mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui, on est en 2019, de continuer en fait à parler de problèmes de confiance, à parler de problèmes de fiscalité de groupe et ne pas mettre en place le crédit d'impôt recherche. C'est juste pas possible, quoi. On est en train de bloquer, on va dire, toute l'innovation à cause de choses qu'on peut régler autrement, quoi. Vous pensez que tout à l'heure on parlait de l'administration générale des impôts, fiscalité, parce que si effectivement les pouvoirs publics mettent en place le crédit impôt recherche, ça va être un manque à gagner aussi pour l'État. Oui, mais par rapport à l'impact que ça va être généré... Non, je vous dis ça parce que déjà il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas, qui n'honorent pas l'IS, vous le savez comme moi. Donc si en plus vous rajoutez des entreprises qui étaient soumises à l'IS avec un allègement fiscal pour ceux qui vont mettre en place un crédit impôt, donc ça va être un manque à gagner supplémentaire. Oui, mais la conséquence de tout ça est encore plus grave. Demain, il n'y aura plus ces entreprises, elles seront plus compétitifs. Donc il n'y aura plus d'impôts payés, même ceux qui payent ne paieront rien. Non, ça vous avez voilà, tout simplement. D'accord. Mais je me dis effectivement, le crédit d'impôt, c'est le levier qui aurait pu permettre aussi d'accélérer l'investissement dans l'innovation, parce qu'il est très faible chez nous. R&D, c'est quoi? C'est 0,80 du... Exactement, 0,8% du PIB. Dans les autres pays avancés, on arrive à 2,3 à 2,4. Et donc, on est encore très loin. C'est 14 milliards de dirhams en fait, qui sont consentis dans l'innovation. Est-ce que là, si on reste sur la fiscalité, est-ce que vous considérez, oui, qu'il y a peut-être une idée comme ça qui peut être balancée dans l'air du temps, en disant que la dépense fiscale, qui est orientée aujourd'hui à l'agriculture et logement social, au niveau de l'immobilier, ça peut être aussi chez vous, dans votre secteur, dans votre domaine. Définitivement, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. Est-ce que vous militez, vous? Parce que c'est intéressant, vous êtes à l'APEBI, vous avez un pied à l'APEBI et puis un pied à la CGM. Et vous êtes un acteur reconnu du digital. Est-ce que vous avez essayé de faire peut-être du lobby dans la perspective des assises sur la fiscalité? Définitivement, on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, un de nos workshops qu'on va mettre en place, on s'arrangera pour que ça soit 2 jours avant les assises, pour bien mettre ça le 1er mai, parce que 2 jours avant, c'est le 1er mai. C'est la fête du travail. C'est de faire des malheureux. C'est peut-être une bonne opportunité pour pouvoir s'assurer que les grands patrons seront libres pour venir. Et on va aller sur le plan Maroc numérique 2020. Vous, en tant qu'acteur, avant de passer à la start-up et les start-upers, on en est où? Alors, je ne vais pas vous demander de dire Moula Hafed El Ami n'a pas fait ou telle personne, mais de se dire, même si vous voulez le dire, mais si vous le dites, mais de se dire, est-ce que ça avance? Ça n'avance pas? Et si ça n'avance pas, ça veut dire que ça recule? Alors, écoutez, sur ce sujet-là, ça avance doucement. Nous, on espère que ça avance encore beaucoup plus rapidement parce que c'est un secteur où il ne faut pas attendre. Donc, la technologie avance très très vite. Elle avance beaucoup plus vite que la majorité des autres secteurs. Alors, pour le moment, en fait, nous, ce qu'on a retenu au niveau de l'APEBI, c'est que ce plan a accouché donc, de l'ADD, l'Agence du développement du digital, donc, qui a été lancée depuis une année. Donc qui est en cours de construction. Donc elle a mené quelques premières actions et notamment en fait en ce moment elle est en train de travailler sur l'action de la carte technologique qui permet en fait aux startups de pouvoir faire des achats à l'étranger de services d'hébergement de logiciels. Avec des accessibilités plus simplifiées. En fait, sortie d'argent, la possibilité aussi de... Tout à fait. Vous savez qu'au niveau des startups, ils ont besoin d'acheter des services à l'étranger qui ne se trouvent pas au Maroc. Et ces achats se font par carte bancaire. Et ils n'ont pas la possibilité de faire des virements pour pouvoir le faire. Si, il y a la possibilité, mais je crois que c'est plafonné, c'est ça, non? Il n'y a pas une espèce de... Tout à fait. Jusqu'à présent, il y avait la carte e-pay qui était dédiée à des individus à hauteur de 10 000 dirhams par an. Donc qui est en fait un plafond ridicule. Il fallait que les startups puissent demander à leurs amis d'utiliser leur carte, de demander à leur famille à l'étranger de pouvoir leur payer des services. Et on est dans un monde de technologie où ça avance très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met notre numéro de carte dans le système qu'on veut acheter, donc de la publicité, etc. Et c'est instantané. On ne peut pas se permettre de perdre du temps et être limité par 10 000 dirhams ou par des amis ou par de la famille. Donc là, déjà, en fait, j'ai senti que durant ces derniers mois, qu'on a travaillé sur ce sujet-là en partenariat avec la commission entrepreneuriat et start-up de la CGM, en partenariat bien sûr avec aussi l'APEBI et des entrepreneurs. On a senti, et franchement, moi je viens du domaine du privé, donc je suis nouveau au niveau de la CGM, et j'imaginais que faire passer des lois, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Et j'étais complètement en fait surpris. Mais la CGM, c'est une organisation privée.
Oui, définitivement, mais elle lobby pour, on va dire, pour les intérêts, on va Elle est dire peut-être trop administrée. Parce que peut-être, peut-être pas, mais c'est pour ou un peu revenir trop, à je sais pas. Enfin, mais, en tout cas, hum. sur ce volet, moi, j'avais pas assez de recul et j'étais agréablement surpris de voir que finalement, en fait, on avait eu un très très bon accueil de la part de l'Office de change, qui n'était pas contre cette idée. Et au contraire, il a tout fait pour que ça sorte très très rapidement. D'ailleurs, la loi, elle est sortie depuis le 2 janvier. Elle est déjà opérationnelle. Et voilà, je peux dire que venant en fait ayant aussi ce préjugé que ces choses-là prennent énormément de temps, ben, c'est pas le cas. Vous avez été agréablement surpris. Complètement. Et sur Maroc numérique 2020, donc ça, parce qu'il y avait dématérialisation des documents administratifs. Donc Ben, en fait, c'est pour ça, toutes il ces y a choses-là, donc, plusieurs initiatives qui ouais. avancent, mais à mon sens, pas assez rapidement. Pas assez rapidement. Ouais. Ça va pas suffisamment vite. Ben, je pense que maintenant, le focus a été fait sur l'Agence du développement du digital Mhm. et qui est en train donc de tout simplement de se structurer. Enfin, c'est vrai que nous, on a une vraie attente. Il y a énormément d'expectations de la part de l'écosystème de l'IT par rapport à cette agence. Et on attend que ça devienne vraiment opérationnel et que ça commence à livrer en fait, les différents chantiers qui ont été présentés. Beaucoup, certaines personnes se disent mais pourquoi ça bloque? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça sur le mobile paiement par exemple? C'est sorti, tout voilà, l'environnement juridique, tout est prêt. Ben, en fait, on va revenir toujours au volet humain. Ouais. On va Pourquoi revenir. sur le mobile paiement par exemple ça part pas? Pourquoi ça c'est pas sur les starting blocks, ça n'a pas décollé? En fait, c'est en train. Oui, C'est mais en ça train. met- Il y a eu, je pense, à ma connaissance, 12 entreprises qui ont été validées par Banque Maghreb pour lancer donc justement des établissements de paiement. C'est vrai que sur le terrain aujourd'hui, aucune d'entre eux n'a lancé un service. Donc on est vraiment impatient de voir ça se démocratiser. Est-ce que c'est culturel? Parce que moi, sur le mobile paiement, par exemple, on me dit, voilà, mais de toute façon, pour mutualiser en fait les coûts, c'est difficile. Parce qu'on a du mal à trouver des terrains d'entente. Le commerçant, alors déjà il est monté au créneau pour la facture électronique, bah lui, demain, si on lui dit, ben voilà, on te donne un document de codage, et puis les clients vont payer, il dit, ben ouais, il sait pas trop, il a un peu peur aussi. Il sait pas C'est trop ça, ce on qui va se revient passer. Donc, toujours on est dans un autre monde, le 19e siècle, en même temps, on nous propose des choses du 21e siècle. On a l'impression que, je sais pas. En fait, C'est pas l'échelle du monde. c'est un très très bon exemple à étudier. On va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans l'historique. Revenons un petit peu où le mobile payment a explosé. C'est au Kenya avec le M-Pesa. Il a explosé parce qu'il n'avait pas d'autre solution. C'était la seule solution en fait de commercer, c'était le mobile payment. Aujourd'hui au Maroc, on a d'autres alternatives. C'est pour cela que la mise en place de ces solutions-là vont prendre du temps et le volet humain va être intégré dedans, ce qui va pousser que sa démocratisation et son utilisation va prendre beaucoup plus de temps que dans d'autres pays. Mais le fait que les opérateurs n'arrivent pas à s'entendre pour mutualiser le coût, Je pense que finalement, en fait, ils ont réussi en tout cas, à commencer à s'interfacer entre eux-mêmes. En tout cas, technologiquement, c'est fait. Maintenant, voilà, il y aura des sorties des produits sur le terrain, je pense, incessamment. Et ça va se développer petit à petit. Les start-upers là-dessus, à ce niveau-là. Vous qui êtes un fervent, je ne vais pas dire défenseur, parce que comme dans les défenseurs, c'est un peu le côté Mère Teresa. Vous êtes toujours dans l'offensive, dans l'action, c'est ça? Alors, justement, en fait, les grands groupes, parce que vous êtes dans les grands groupes, vous représentez les grands groupes, vous travaillez aux côtés des grands groupes au niveau de la CGM, et en même temps, vous avez une connexion directe avec un Wi-Fi 5G avec les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs, c'est bien ça? Exactement. En fait, notre mission au niveau de la Factory, c'est accélérer justement cette collaboration. On est parti d'un constat qui est relativement simple. Alors, on a envie donc de travailler avec des startups. Dans notre écosystème, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est B2C, donc business to consumer, et B2B, donc business to business. Sur le premier volet, business to consumer, l'écosystème pour les startups est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que une startup n'a pas aujourd'hui les moyens donc, de pousser son produit sur le marché. C'est trop coûteux, ça prend extrêmement de temps et ça nécessite des fonds qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on n'a pas encore de fonds d'investissement capables d'investir dans des entreprises et des startups B2C parce qu'ils nécessitent énormément d'argent. Bon, les fonds d'investissement capital et risque et tout, non, ça Définitivement, il y a eu le lancement de l'initiative de Innov Invest avec, je pense si mes souvenirs sont bons, quasiment 700 millions de dirhams. C'est une très très belle initiative, sauf que pour le B2C, ça nécessite beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il y a aussi le fait que les porteurs d'innovation, on peut dire ça comme ça, ont peut-être une innovation qui n'est pas très innovante?
Est-ce qu'il y a cette Moi, je crois dimension-là à ou ça. pas du tout? Non, moi je ne crois pas à ça. Non. Je rencontre des startups tous les jours et ce que je vois, c'est que voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de profils très high level qui se mettent à entreprendre et lancer des startups avec des produits de qualité. Maintenant, comme il n'y a pas de success story dans ce domaine-là, donc Il n'y a rien d'inspirant dans le domaine? il n'y a pas encore assez de success story, en tout cas assez de success story visibles qui permet de dire, voilà, lui, il a réussi en faisant du B2C, donc je vais pouvoir investir. Donc j'y vais, je fonce, quoi. Exactement. Ce qui fait que je reviens sur l'autre volet qui est le B2B, qui est extrêmement important. C'est la seule alternative aujourd'hui qui existe pour les startups pour qu'ils puissent se développer. Et c'est sur ça nous, on s'est concentré. Et pendant la première année, donc on a eu quand même un très bon bilan. On a réussi à aider 24 startups à avoir des bons de commande. Donc ça, c'est top. Marché. Oui, mais des marchés, donc des commandes faire. Marché public? Alors, il y a les deux. C'est quoi, c'est 50-50 ou 60-40 ou 70-30? Alors, on peut dire actuellement qu'on est sur du 40-60, 40 publics, 60 privés. Mais au-delà de ce point-là, on a aussi inspiré plus de 60 000 collaborateurs des grandes entreprises à l'importance de l'innovation et l'importance de travailler avec des startups. Comment en fait, chaque grand patron avec qui on a collaboré, il a pu envoyer une vidéo qui parlait de ça, de vive voix, à ses collaborateurs. Et ça a été très, très impactant. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un stade où c'est pas juste le fait de donner un bon de commande qui est important, parce que ça, c'est bon, on peut dire qu'on a réussi à le faire. Et l'écosystème des startups a passé ce cap-là. Mais il y a encore un point qui est encore plus important, c'est que une fois qu'on a le bon de commande, il faut déployer rapidement. Il ne faut pas que ça prenne 2 ans. Il faut être prêt, quoi. Il faut que ça prenne 3, 4, 6 mois maximum. Et c'est là où j'en profite justement de cette scène que vous me proposez aujourd'hui, d'inviter les grands patrons. Quand ils collaborent avec les startups, il faut qu'ils les aident à passer par un fast track. C'est un petit peu comme à Euro Disney, il y a 2 types de tickets. Les tickets classiques, dans laquelle on va faire une queue de 1h30. Et puis le fast pass, on a droit, par exemple, chaque entreprise pourrait donner 4-5 fast pass par année à des startups pour déployer leur innovation rapidement. Si ça prend 2 ans, c'est plus une innovation, quoi. Mais quel intérêt pour le chef d'entreprise? Est-ce qu'il qu'il faut qu'il fasse dans le social, qu'il fasse dans dans l'affect, ou il va s'y retrouver? Non, bien sûr, je ne parle pas de social, on ne parle pas de RSE, là on parle de ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement immédiat. Donc il y a un enjeu financier pour l'entreprise. Mais définitivement. Aujourd'hui, dans toutes les études d'impact qu'on a fait, on se rend compte que, voilà, avec une solution qu'on va acheter de chez une start-up, va coûter à peu près dans les 500 000 dirhams, va créer un impact pour l'entreprise de plusieurs millions de dirhams. Donc il y a un impact économique instantané. Et environnement et équipement aussi, pour doper un petit peu l'investissement privé dans l'innovation, accélérer, qu'on se rapproche petit à petit de ce nouveau monde numérique, qu'on puisse le toucher du doigt, et pas qu'on le voit à des millions de kilomètres. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi en matière d'équipement, 5G, fibre optique, ou en fait ça c'est un truc c'est accessoire pour l'instant? Moi je pense qu'au niveau où nous en sommes, aujourd'hui, pour les start-upers, on est déjà très bien. C'est-à-dire que les technologies qu'on a... en zone de confort aujourd'hui? Tout à fait. C'est-à-dire, bien sûr, c'est mieux d'avoir la 5G, mais déjà avec ce qu'on a, c'est pas bloquant pour l'activité des startups. D'ailleurs, en fait, ce qui est vraiment bloquant, en fait, c'est, on va dire, l'environnement de business pour les startups. C'est ça qui est bloquant. Aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas encore de Startup Act. Justement, au niveau de l'APB, on milite pour un Startup Act marocain, à l'image de ce qu'on a vu en Tunisie. La Tunisie, donc, qui a lancé depuis maintenant plusieurs mois un Startup Act. C'est quoi un Startup Act? C'est un nombre, en fait, d'initiatives de loi qui permettent de favoriser l'écosystème des startups. Je vais vous donner quelques exemples, notamment la carte technologique est un des exemples. Bon, nous, on l'a fait passer en mode quick win, mais il y a exactement 18 initiatives qu'il faut que les startups aient pour avoir un environnement de business opérationnel. Je donne un deuxième exemple qui permettrait d'avoir une idée un peu plus concrète. Maintenant, en Tunisie, les startups ne payent plus de charges sociales pendant 5 ans pour les nouveaux employés qu'ils ont. Et c'est une incitation qui est extrêmement importante. Le crédit d'impôt recherche, il fait partie. Donc, je vais me permettre d'aller sur toutes les initiatives. Je vous écoute parce que vous avez fait référence à la Tunisie, un pays comme la Tunisie qui est en difficulté aussi à tout point de vue. Ils ont eu du mal à se remettre debout, l'économie est toujours un peu par terre, le tourisme n'a pas repris, l'État a un endettement beaucoup plus conséquent que le nôtre,
et ils font beaucoup plus de choses. Donc ça m'interpelle doublement, moi. Mais Quand vous prenez l'exemple de la Tunisie, je ne comprends pas trop. Mais définitivement, eux, ils ont misé sur les jeunes, ils ont misé sur les startups, ils ont créé un Startup Act, ils leur favorisent l'écosystème. Aujourd'hui, on voit des startups tunisiennes lever des sommes d'argent extrêmement importantes, réussir en Tunisie et à l'étranger. Et ça, on aimerait bien en fait que ça puisse arriver au Maroc. On a les talents. On a les compétences, il faut quelques incitations pour favoriser cet écosystème-là. Est-ce que les contraintes que vous avez énumérées là depuis tout à l'heure, est-ce que c'est ça aussi qui est à l'origine, entre guillemets, de l'exode, de la migration de compétences et de compétences aussi technologiques qui a été relevée? J'étais il n'y a pas très longtemps avec des opérateurs des grandes marques technologiques qui sont installés dans notre cher et beau pays et qui regrettent aussi et déplorent la fuite de compétences technologiques. C'est un autre sujet qui est extrêmement intéressant à aborder parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement cet exode. Et il y a un grand décalage entre les générations. Aujourd'hui, cette génération, on va dire, nouvelle génération de jeunes, ne se retrouve pas dans l'entreprise. Classique et traditionnelle. Classique et traditionnelle, effectivement. En fait, cette catégorie de jeunes est démissionnaire. Elle a besoin de flexibilité, elle a besoin qu'on la comprenne, elle a besoin qu'on s'adapte à elle. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas demander à ces jeunes-là qui sont nés avec un smartphone dans les mains. C'est toute la génération Internet. Vous évoquez Internet en 5G, quoi. Exactement. Donc cette génération-là, on lui a appris que tout est instantané. Je veux, par exemple, acheter quelque chose, je vais sur Amazon, je l'achète, je le reçois dans quelques jours après. Je vais sur Facebook, je publie quelque chose et je deviens un média. Et donc, c'est une génération qui a appris que tout est instantané. Et alors que l'entreprise actuelle, elle est complètement décorrélée par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que ces deux générations-là n'arrivent pas à se comprendre. Et souvent, on trouve plein de jeunes qui sont démissionnaires de ces organisations-là. Mais vous pensez qu'il y a un déficit aujourd'hui de compétences technologiques qui s'exportent, j'ai envie de dire, et qui pose problème aussi dans le développement de la dynamique des startups et de la dynamique technologique et digitale dans notre pays? C'est pas une question de déficit, c'est une question de fuite. Oui. C'est plus grave que ça. C'est-à-dire que nos compétences de ces générations-là trouvent leur confort ailleurs. Alors il faut que nos entreprises s'adaptent à cette nouvelle génération et prennent en considération les environnements de travail, les méthodes, pour pouvoir en fait bénéficier de ces digital natifs dont on a besoin pour pouvoir justement digitaliser. Et au niveau de ces dynamiques générationnelles, au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de dynamique générationnelle non plus? On reste aussi toujours avec des chefs d'entreprise qui sont là depuis des années avec transmission familiale. C'est ça qui est bloquant. Et ça fait partie des blocages qui existent aujourd'hui. Et là, face à ça, on peut faire quoi? On peut pas faire grand-chose. Il faut justement, on va revenir sur l'acculturation, la sensibilisation des grands patrons par rapport à ça. Parce que les grands patrons, ils ont tous un smartphone, ils ont tous une page Facebook, ou pas loin, ou ils sont sur Twitter. Alors ça dépend. Ça dépend des générations. On va trouver, il y a aujourd'hui 4 générations qui existent en même temps. Il y en a ceux qui pensent que en fait, être sur Facebook, c'est juste pas possible, quoi, intolérable. Je vais pas chaque mouvement que je vais le poster sur Facebook, et c'est compréhensible parce qu'ils ont grandi dans un contexte où qui leur permet pas de s'imaginer faire ça. Et puis on a à l'opposé donc des jeunes qui chaque petit mouvement qu'ils vont faire, ils vont le poster. Ouais. Voilà. Et donc il y a des générations qui sont intermédiaires entre les deux, qui peuvent faire passer, qui peuvent être des vases de communication entre ces générations-là, mais à qui on doit leur donner plus de responsabilités et on doit leur donner les clés pour. Parce que ça veut dire que la balle est dans le camp aussi, parce qu'on a parlé beaucoup des chefs d'entreprise et des acteurs économiques, mais du politique dans son ensemble. Parce que je crois qu'en Tunisie, il y a une décision, une volonté politique. Mais définitivement. En Égypte, on a reçu mardi l'ambassadeur d'Égypte au Maroc. Et voilà, parce que l'Égypte d'ailleurs est après l'Afrique du Sud, je crois. Exactement. Leader du continent en matière d'investissement dans l'innovation et autres. Ça veut dire est-ce qu'il y a nécessairement la nécessité de voir le politique prendre des décisions politiques et les assumer pour avancer vers ce monde numérique et que ce ne soit pas un nuage de fumée? Alors, c'est une excellente question. Moi, je pense qu'au niveau en fait, du volet politique, avant, on va dire, de lancer des incitations, il faut qu'il y ait un vivier qui leur permette en fait, de mettre en place des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on a démontré qu'il y avait un vivier de jeunes qui étaient digital natifs, qui voulaient créer des startups et qui est en train de le faire. On a démontré qu'il y a une possibilité de collaboration entre des startups et des grands groupes pour qu'ils puissent avoir des business sustainable. Et bien évidemment, pour pouvoir démocratiser ça et aller sur une échelle beaucoup plus importante, il faut ces incitations, on va dire, et cette volonté politique pour
faire en sorte que ça explose et que le Maroc devienne une startup nation. C'est un rêve. Moi, je suis un éternel optimiste. J'y crois. Et il n'y a pas que moi, enfin, il y a énormément de gens qui sont autour de ce sujet-là. Mais quand on voit aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui alimente, d'ailleurs qui font et défendent les opinions, hein, que le veuille ou non, l'histoire du voile tout récemment, tous ces les fake news, toutes ces choses qui peuvent alimenter et irriguer les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une traduction, ça veut dire technologique que vous faites là-dessus? Le politique ne prend pas forcément ses responsabilités, on ne va pas forcément de l'avant, les start-upers ont des contraintes qu'on n'arrive toujours pas à dépasser, et donc du coup, on a une toile marocaine qui est inondée par l'histoire du vol tout récemment. Ça gravite autour de ça, on a du mal à monter l'échelle, quoi. Écoutez, comme dans tout, on va dire, les sujets, le digital peut avoir des avantages et des inconvénients. Notamment, prenons l'exemple de la fake news, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut traiter très, très rapidement, parce que les impacts de ça peuvent être très, très graves. Et il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus de groupes qui existent, avec 500 000, 2 millions de personnes, qui sont alimentées en permanence de fake news. Et c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce qu'il y a les États qui essaient, partout dans le monde d'ailleurs, je vois même l'Union européenne, avec tous ces pays membres qui essaient de s'y attaquer, il faut légiférer, il faut un cadre juridique, mais c'est difficile. Il faut définitivement un cadre juridique pour sanctionner, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des fake news, on va dire, prendre la main sur l'information. Il y a aussi des technologies aujourd'hui qui peuvent essayer de détecter ces fake news très très rapidement, qui doivent être mis en place. Espèce de capteurs qui peuvent être. Alors c'est des capteurs qui vont lire de l'information, qui vont vérifier son exactitude en superposant plein d'informations et voir est-ce qu'il y a des interactions et intersections de ces informations-là. En tout cas, il y a des technologies et des startups d'ailleurs dans le monde qui proposent des solutions dans ce sens-là. Et je pense qu'il ne faut pas prendre, on va dire, ce sujet-là à la légère, parce que son impact est extrêmement grave. Très bien. Dernière petite question, Mehdi Alaoui. C'est pas que je l'avais préparée, je me suis dit, je vais la poser à Mehdi Alaoui à la fin de l'émission. En tant que vice-président de la commission économie numérique à la CGEM, CGEM qui fait l'actualité un peu partout, ça va exploser, Salah Messour est au bord du précipice. Est-ce que vous, un mot là-dessus? Non, aucun mot. Non, je ne sais pas. Non, écoute, en tout cas... RS, rien à signaler, vous avez d'autres priorités. Comment vous lisez? C'est pas une fake news, ça? Ou c'est une fake news? En fait, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans les médias. Cette question, c'est quand vous dites fake news ou non fake news? En tout cas, en fait, c'est ce qu'on lit dans les médias. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là, c'est qu'au niveau de ma commission et celle avec lesquelles je collabore, nous, on est dans l'exécution. La preuve, c'est que sur les 6 premiers mois, on a quand même sorti cette carte technologique grâce à l'aide justement de la CGEM et l'aide de Messour qui nous a vraiment aidé avec le ministre des Finances pour adopter ce point-là. Donc nous en fait on a un plan d'action, on est focus là-dessus. Vous n'êtes pas dispersé par ce qui se dit dans certains médias ou ce qu'il peut y avoir en coulisses à la CGEM. En tout cas, c'est ce que je vais retenir. En tout cas, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est d'exécuter des choses pour l'écosystème, on va dire des technologies, de la nouvelle économie numérique et des startups. Je me suis mis à 100% là-dessus. Je suis rentré justement, j'ai accepté ce mandat-là pour délivrer. Et pas pour, passer mon temps et écouter des choses à droite à gauche. Et faire de votre rêve une réalité, c'est ça? Exactement. Moi, je suis un militant, on va dire, des startups, de l'économie numérique. E-militant, c'est ça, non? E-militant, parce qu'on dit e-militant, e-citoyen. Très, très bon point. Donc, je vais commencer à utiliser le terme que vous m'avez proposé. En tout cas, je ne sais pas. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est l'exécution. Tout ce qui se dit derrière, pour moi, en fait, n'est pas important. Tant qu'on peut faire des actions, on est là pour faire des actions et qu'on arrive à le faire avec l'appui, justement, de la CGEM et des autres acteurs qui sont autour. C'est ça, en fait, qui est important. Le plus important, c'est d'avancer. Exactement. Merci, en tout cas, Mehdi Alaoui. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et au plaisir de vous recevoir bientôt à la Factory. À la Factory, pour la 200e de l'Info en face. Moi, j'espère que ce sera on le fait avant. On le fait avant. à votre on le fait avant. Autour peut-être des assises de la fiscalité.
Alors je pense que c'est vrai sujet, un ça. bon moment Ouais. où, en tout cas, nous, de notre côté, on va défendre le crédit impôt recherche. C'est un vrai sujet et on va faire en sorte qu'on ait au moins des réponses concrètes pourquoi on ne veut pas le faire et l'obéir pour que ça soit fait parce que, à mon avis, si on n'implémente pas ce dispositif, on ne va pas pouvoir aider les entreprises à innover. Et c'est une priorité. Et peut-être que d'ici là, il y aura l'application de la facture électronique dans 6 mois. Écoutez, on sait verra, jamais. on sait jamais. Tout ce que je sais, c'est que les choses prennent du temps et il faut prendre en compte, pour conclure, l'aspect humain parce que c'est le centre de tout. Merci en tout cas, Mehdi Alaoui, président de la commission économie numérique à la CGEM, vice-président de la PEBI et acteur, j'ai envie de dire, incontournable, en tout cas entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Vous avez cité la Factory, ce laboratoire qui permet à des jeunes start-upers de pouvoir découvrir aussi, en tout cas d'avoir des connexions directes avec les grandes entreprises de notre pays. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Merci à vous. Bonne et heureuse année aussi. Bien sûr, Pleine bonne de année, réussite. meilleurs vœux, b'sahab salama, comme on dit, et espérons que ce soit l'année des startups. Merci à 2019. vous en tout cas et belle journée. Merci.